Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es la sage-femme préférée des Français et aujourd'hui, on accueille non pas un, mais deux invités, les docteurs Lucie Joly et Hugo Pottman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Lucie, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialisée dans la santé mentale des femmes, en particulier pendant la grossesse et le postpartum, et enseignante à la Sorbonne. Hugo, vous êtes psychiatre à l'hôpital Bicêtre et chercheur associé à l'Institut du cerveau de Paris et dans l'équipe Moods de l'Université Paris-Saclay. Le 18 septembre, vous sortez un livre qui s'appelle « La dépression au féminin ». On y apprend notamment que les femmes seraient 2 fois plus touchées que les hommes par la dépression. Avec Anna, on avait vraiment envie de s'attarder sur une période en particulier de la vie des femmes qu'on appelle la ménopause. C'est la période où, certes, les règles s'arrêtent, mais commencent tout un tas d'autres choses. On a consacré un épisode déjà à la ménopause, n'hésitez pas à aller l'écouter, mais là, pour le coup, plutôt sur le côté santé physique. Et aujourd'hui, avec 2 psychiatres à notre table, c'est plutôt sur les conséquences sur la santé mentale qu'on va s'intéresser. Je me permets de vous citer, dans votre ouvrage, vous écrivez ceci. Tantôt désigné sous les noms peu affables l'âge critique, l'hiver des femmes, l'âge climatérique, la verte vieillesse, ce moment charnière dans la vie des femmes reste encore imprégné de représentations socialement dévalorisantes. Je trouve que ça annonce plutôt bien la couleur. Mais c'est vrai qu'en France, on a une vision quand même très négative de cette période, comme si finalement il y avait une atteinte de la féminité à ne plus avoir ces règles. Et c'est assez terrible, je trouve, d'avoir cette approche-là, alors que dans d'autres pays, finalement, c'est assez positif et considéré comme un moment où, par exemple, on va avoir une promotion professionnelle. Il faut essayer de changer cette vision parce que ça touche quand même énormément de femmes. Là, on voit qu'il se joue 2 choses dans les exemples que vous donnez, c'est-à-dire que on dit aux femmes qu'elles sont vieilles, et en France, on considère qu'être vieille, c'est pas terrible pour les femmes, en tout cas. La ménopause, elle peut quand même commencer à 45 ans, ce qui est pas bien vieux. On est encore en plein dans la vie professionnelle. Bon, même 50 ans, hein, c'est pas vieux. Il reste 20 ans de vie professionnelle quand même à la plupart des personnes qui ont cet âge-là. Donc, qu'est-ce que ça va créer pour les femmes comme attente de cette période ? Qu'est-ce qu'elles se disent que ça va être pour elles, en fait ? C'est important de rappeler qu'environ une femme sur 2 qui naît aujourd'hui vivra 100 ans, avec une ménopause, comme vous avez dit, aux alentours de 50 ans. Et donc, elle représentera presque la moitié de la vie d'une femme, en fait. Donc, voilà, la ménopause, c'est bien, finalement, comme on dit dans le livre, hein, le futur été indien pour une femme. Psychologiquement, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que le risque de dépression augmente ? Est-ce qu'on est plus susceptible d'avoir des troubles de l'humeur ? Qu'est-ce qui se passe chez une femme, de manière générale, à la ménopause ? Alors, brisons un premier mythe. Déjà, très souvent, on dit la ménopause, c'est la dépression. Et bien, en fait, pas du tout. Mais, malgré tout, quand même, en fait, la période qui précède la ménopause, donc on appelle la préménopause, qui peut durer entre 3 et 5 ans, en général, c'est plutôt 3 ans. Eh bien, en fait, dans cette période, on a une vulnérabilité beaucoup plus importante, en fait, aux troubles de l'humeur, à la dépression en particulier. Et c'est en lien avec un vécu corporel, psychologique, des femmes qui est assez classique, avec notamment des symptômes qu'on dit climatériques, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, la sensation de sueur un peu profuse, d'irritabilité qui peut venir. Eh bien, en fait, ces symptômes climatériques, parfois, ils peuvent cacher ou vraiment être un peu introductifs d'un véritable épisode dépressif. Toi, tu le vois chez tes patientes, Anna, toi qui as un pool de patientes et de femmes à portée de main. Enfin, est-ce que tu constates comme ça là, que ça peut être compliqué pour elles, cette préménopause, cette période avant la ménopause ? Oui, c'est très compliqué, à la fois parce qu'il y en a certaines qui souffrent de symptômes physiques ou psychiques désagréables, mais aussi, on le disait, parce que la société, tout d'un coup, va les mettre au banc. Et moi, je voudrais juste revenir en arrière parce que c'est amusant, mais pendant les études de médecine, on m'a collé une image de la femme ménopausée qui était une femme avec un vagin tout sec, atrophié, des seins tombants, ridés des pieds à la tête, complètement dépressive. Et moi, je croyais à ça, puisqu'on me l'avait raconté. Puis je suis allée en stage à la Pitié-Salpêtrière. Et puis là, je suis allée dans un service où effectivement, je voyais que des trucs dingues. Je me disais, mais c'est terrible, absolument horrible. Donc je m'éloignais volontairement de toutes ces patientes. Et alors que le postpartum était décrit comme un moment de joie interstellaire, de féminité. Donc moi, je me suis jetée, bonne lâche que je suis, je me suis jetée sur les femmes en postpartum. Et là, j'ai vu des femmes déprimées, pas bien, etc., avec des corps parfois sacrément abîmés.
Et à l'inverse, je me suis mise à avoir des femmes ménopausées parce que j'ai pas eu tellement le choix. Et en fait, c'est tout l'inverse que je vois. C'est plutôt des femmes assez épanouies, assez heureuses, mais qui, effectivement, peuvent souffrir. Mais en tout cas, elles n'ont pas de vagin atrophié, elles n'ont pas tout ce qu'on raconte. Et en tout cas, elles ont une belle part de leur vie. Et souvent, elles sont très décomplexées. Donc, elles font voler leurs vêtements. Moi, je suis là presque intimidée. Je suis là, oh. Donc, il faut vraiment se sortir la pitié de la tête que c'est la fin de la vie, quoi. Vraiment, c'est terrible parce que du coup, c'est pas du tout le cas. Et elles souffrent de ça, qu'on les ramène à ça sans cesse, quoi. Tu n'as plus tes règles, t'es disqualifié. Au revoir. Pas du tout. Donc, est-ce que c'est l'appréhension de cette période qui cause davantage de stress, mettons, que la période elle-même? Les 2, j'ai envie de dire, c'est vrai que au-delà de tout ce qui est aspect biologique, c'est aussi une période de transition pour ces femmes. Souvent, les enfants, quittent la maison, c'est aussi un moment, où il y a des changements, des bouleversements, au sein de la famille, au sein professionnel, donc il y a de l'appréhension, à cette période-là, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que de la même manière que toi, tu décris souvent tes patientes qui, après avoir eu des enfants, vont faire des changements presque de vie différents, parce que ça a bouleversé, ce qu'elles étaient. Est-ce que ça peut arriver aussi qu'avec la ménopause, on appréhende la vie différemment? Dans un sens positif ou dans un sens plus négatif? Bah, comme ça a été évoqué avant par Anna et Lucie, bah, c'est vrai que la ménopause elle a des effets psychologiques qui sont liés à cette période de transition. La vie des femmes, elle est marquée par des périodes de transition qui sont associées à leur cycle biologique. Ça, c'est quelque chose que les hommes connaissent moins, puisque finalement, il y a l'adolescence, bien sûr, qui est une période de transition sociale associée à un cycle biologique. Mais après, c'est moins présent dans la vie des hommes. Alors, il y a des transitions psychologiques qui sont décrites, hein, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, un peu ces mythes psychologiques qui continuent à exister. Mais en tout cas, il y a moins d'appui biologique par rapport à tout ça. On sait que dans la période préménopausique, il y a une association de ces facteurs hormonaux avec une baisse, une fluctuation des taux d'hormones, pour être plus précis. Et puis des transitions sociales qui sont associées à ces moments-là, avec, on imagine un moment qui culmine d'un point de vue professionnel, une femme qui a vraiment atteint un pic de carrière, ou alors qui va être dans un moment de transformation, d'envie d'autre chose, qui va mettre à profit ce qu'elle a fait dans le passé sur le plan professionnel pour créer un nouveau projet. C'est un moment de vie en fait qui est assez important, avec plein de transitions. Les enfants partent, hein, comme l'a dit Lucie avant aussi, quand on a eu ces enfants vers la trentaine. Et donc, bien sûr, tout ça, ça joue. Aujourd'hui, on sait que la dépression, ou en tout cas les symptômes de dépression dans la période préménopausique, c'est environ 30% des femmes. C'est-à-dire que 30% des femmes ont des symptômes. Alors ça, c'est très précis. Il faut être précis sur ça. Ce n'est pas des dépressions diagnostiquées, mais c'est des symptômes de dépression dans cette période. Ça fait à peu près une femme sur 3. Donc c'est quand même assez important. Tu peux rappeler ce que c'est les symptômes de la dépression? Donc les symptômes de la dépression, ils sont assez divers. En fait, ils peuvent toucher à la fois l'esprit, le corps, notre énergie, nos désirs. Il faut qu'il y ait de la tristesse ou un manque d'envie, donc ce qu'on appelle l'anédonie, et associé à ça, une baisse de l'appétit, au contraire une augmentation, une baisse du sommeil, des troubles du sommeil qui peut être à l'endormissement, ou alors des réveils très précoces, on peut se réveiller à 3-4 heures du matin, des effets sur le corps, et notamment avec une sensation de fatigue très importante. Et ce qu'il faut faire attention, c'est une fatigue qui ne s'améliore pas au repos. Je suis très fatigué parce que je suis déprimé, je me couche toute la journée, et ben, le soir, en fait, je vais être encore plus fatigué. C'est une fatigue qui s'enlise, qui empire avec le repos. Et puis, un ralentissement, la sensation que nos pensées, notre corps est ralenti. Quand on est très déprimé, d'ailleurs, on regarde quelqu'un déprimé marcher dans la rue, on a l'impression d'avoir un film au ralenti qui est en train de passer. Et en plus de ça, on a ce qui est terrible, des idées qu'on dit des cognitions, des croyances dépressives très noires sur l'avenir, sur nous-mêmes, qui peuvent aller parfois, quand on est totalement désespéré, jusqu'à des idées suicidaires. Alors, on vit vraiment de mettre fin à ces jours, soit pour retirer la souffrance qu'on a, on dit des suicidaires qui sont antalgiques, j'ai une souffrance très forte, donc je ne veux plus souffrir, soit parfois pour retirer la souffrance auprès des proches. C'est-à-dire, pèse tellement d'un poids très fort auprès des proches que je veux mourir pour leur éviter cette souffrance-là. Donc vous voyez, il y a vraiment une myriade de symptômes de dépression. Et ça veut dire que du coup, 30% des femmes dans la période qui précède leur ménopause vont avoir un de ces symptômes ou plusieurs? Exactement. Alors, c'est plus de 3 de ces symptômes en général, donc pas assez pour diagnostiquer un épisode dépressif caractérisé, et avec des caractéristiques. Plus de 3 ou moins de 3 du coup? Plus de 3 symptômes. C'est-à-dire, si on a Elles vont avoir plus de 3 symptômes? plus de 3 symptômes. Ok. Et avec des caractéristiques très spécifiques qui sont associées en fait à cette période aussi, c'est que c'est plutôt des dépressions anergiques, des dépressions avec un manque d'énergie, un manque d'envie, plus que des dépressions vraiment très tristes qu'on peut avoir à d'autres moments. Donc c'est des dépressions qui sont marquées par le fait que d'un seul coup, on a une sensation d'être un peu vidé,
On a une sensation de plus avoir très envie de faire les activités qu'on adore faire. Le cinéma, le sport, tout ce qu'on faisait avant, les sorties avec les copines, tout ça. D'un seul coup, ça semble beaucoup moins intéressant. Et ça s'installe progressivement, on se dit: «C'est bizarre, je suis un peu fatigué» et en fait, c'est une dépression un peu cachée qui est en train d'apparaître. Mais ce que ça veut dire donc, c'est que les symptômes dépressifs sont liés à la grande fluctuation qu'on a avant l'arrêt des règles et qu'une fois que les règles sont arrêtées et que donc les taux hormonaux ont chuté, là, ça va mieux. C'est ça l'idée, hein? Oui, c'est ça. En fait, on va dire que les troubles de l'humeur sont plutôt associés à tout ce qui est fluctuation, hormonale plutôt que baisse, enfin, que quantité en hormones, en fait. D'accord, c'est-à-dire qu'une fois qu'on peut leur donner de l'espoir, peut-être aux femmes qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'une fois que alors nous, on parle de ménopause une fois qu'on a 1 an sans règles. Donc passé cette période-là, normalement, on souffle, c'est ça l'idée. Alors que les bouffées de chaleur, elles peuvent continuer, par exemple. Ça, Mais ouais. les symptômes dépressifs, eux, vont s'améliorer. C'est très important, c'est que se dire que finalement, très souvent, on s'imagine que les hormones, quand on n'en a plus, on imagine ça souvent Ouais. aussi dans la période du postpartum ou dans la période anténatale, quand on n'en a plus ou quand on en a trop, c'est ça qui va créer des troubles. Et bien en fait, dans le cerveau, ce qui va vraiment faire des perturbations, c'est la fluctuation. Et notamment les fluctuations qui ne sont pas totalement prédictibles, qui ne sont pas liées aux mécanismes classiques qu'a notre corps pour réguler nos hormones. En fait, au moment de cette période préménopausique, les mécanismes habituels qui nous permettent d'avoir une augmentation, puis une baisse, puis une fluctuation qui est habituelle, et ben d'un seul coup, c'est totalement dérégulé. C'est une sorte de chaos hormonal, et c'est ça que le corps n'aime pas, et c'est ça en fait qui est associé plutôt aux symptômes. Et ce qui est important de rappeler aussi sur les dépressions comme ça, préménopausiques, c'est qu'il y a des facteurs de risque qu'on peut identifier et notamment, les signes comme les bouffées de chaleur, par exemple, qui sont, sévères ou persistantes, les troubles du sommeil ou encore les antécédents de dépression. Ça, c'est vraiment 3 facteurs qui ont été identifiés comme à risque, pour des femmes, voilà, en préménopause. Et alors, comment faire le distinguo? Donc, on a une femme qui se présente avec des symptômes dépressifs. Est-ce qu'on la soigne toujours du point de vue gynéco ou est-ce qu'on la soigne du point de vue psychiatrique? Eh ben, s'il y a un épisode dépressif qui est caractérisé, on traitera avec, l'association d'une psychothérapie avec, des antidépresseurs. Pareil, le traitement, hormonal, dans les études, ça n'a pas été, prouvé, que ça pouvait, avoir la même efficacité finalement qu'un antidépresseur. À noter qu'on ne peut pas mettre le traitement hormonal de la ménopause, enfin substitutif, avant qu'on ait une ménopause claire. Enfin, Clair, c'est-à-dire ouais. 1 an sans Mm. règles. Je le dis juste pour les auditrices. Donc en fait, si tu souffres d'un épisode dépressif associé à la préménopause, tu peux pas commencer le traitement hormonal qu'on te donne après le début de ta ménopause pour t'aider avec cette Voilà. fluctuation d'hormones, Alors, c'est ça? il y a certains gynécologues qui proposent d'autres choses, OK, mais en tout cas, on ne peut pas mettre en place ce traitement dont les femmes ont entendu parler. Pas tout de OK. suite. On a eu de nombreux débats avec des chercheurs notamment qui travaillent sur les hormones, cette question. Et ça rejoint un petit peu tous les débats autour de la contraception, des effets des hormones exogènes qu'on peut apporter. Et donc en fait, on sait encore pas très bien comment prendre en charge ces dépressions préménopausiques et postménopausiques. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, comme les antidépresseurs classiques, qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, sélectifs. Et ben en fait, ils améliorent aussi les bouffées de chaleur, ils améliorent aussi les symptômes climatériques. Et donc, il y a une intrication probablement des symptômes classiques de la période préménopausique et ménopausique avec les symptômes de dépression qu'il faut encore décortiquer avec des choses qui sont peut-être plus complexes que ce qu'on imagine. On sait aussi que quand on est déprimé, quand on a une dépression, on est plus sensible à ces symptômes physiques. On a des sensations internes qui peuvent être dérégulées ou qui peuvent être amplifiées. Eh bien, on sait notamment que les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles à leur bouffée de chaleur. Et donc, il y a aussi finalement des facteurs confondants dans l'association des deux troubles. Oui, puis j'insiste aussi sur le fait que, par exemple, avant l'arrêt des règles, on peut avoir des saignements très importants, on peut avoir une majoration des douleurs, on peut avoir tout un tas de symptômes physiques quand même assez désagréables qui peuvent aussi déclencher des symptômes dépressifs, parce qu'on comprend plus rien à sa mécanique, on comprend plus rien à son corps, et on pense aisément que ça peut porter sur le système, quoi. Et si on peut donner un conseil aux patientes et aux femmes qui nous écoutent, c'est très important en fait, dans les études, ce qui a été montré, c'est l'association avec les troubles du sommeil. Et ça, c'est très souvent oublié. C'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est voilà ce qu'on est en train de vivre, c'est des douleurs, c'est ces symptômes climatériques de bouffées de chaleur. Et en fait, le sommeil semble vraiment primordial. Et donc, s'il y a un axe sur lequel on peut agir, parce que le sommeil, on peut agir sur cet axe-là par des moyens pharmacologiques ou psychothérapeutiques, il y a des psychothérapies centrées sur le sommeil, eh bien, il faut vraiment s'attaquer à ça. Si on se sent très déprimé dans cette période-là, en fait, en améliorant les troubles du sommeil, ben déjà, on peut avoir un axe déjà de traitement qui est un axe plus facile parfois que d'autres. Et que dire aux femmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent: «Ah non, mais moi je veux pas prendre des choses pour dormir parce que ce sera toute ma vie», et cetera. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là?
Bah, déjà, il y a pas que les traitements médicamenteux, comme l'a dit Hugo, il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser, pour favoriser, le sommeil. De faire de la méditation pleine conscience, par exemple, avant d'aller se coucher, de la cohérence cardiaque, si on est un peu stressé, Dans ce cas, 2 à 3 minutes pour le sommeil, 5 minutes pour l'anxiété. donc la cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration qui vont permettre d'adapter le rythme cardiaque et permettre une anxiolyse de fond, en fait. Et si on le fait, régulièrement, ça a vraiment l'efficacité d'un traitement médicamenteux. Mais ça, c'est la science l'a prouvé ça. Alors, il y a pas d'études contrôlées randomisées, classiques, donc c'est-à-dire ce qui permet de dire: «Ça, c'est supérieur à ça». Mais on sait en tout cas qu'il y a des études ouvertes qui ont été faites. C'est, des études dans lesquelles on on vérifie pas exactement tous les critères précis pour avoir les critères scientifiques les plus robustes, mais qui ont montré une amélioration avec notamment des techniques de cohérence cardiaque, des techniques de méditation ou de la psychothérapie, centrée sur les croyances qu'on a sur notre sommeil, hein. Typiquement, quand on est insomniaque, on imagine qu'on pourra pas dormir ou on imagine qu'il faut faire certaines choses pour dormir et on se retrouve dans son lit à ruminer sur les choses qu'on devrait faire, qu'on ne devrait pas faire et bien sûr, on passe, 5-6 heures à s'endormir. Donc il y a des psychothérapies qui sont centrées un peu sur tout ça et qui permettent parfois de se passer des traitements. Après, il y a aussi les règles hygiéno-diététiques dont on parle peu, mais éviter, tout stimulant avant d'aller se coucher, donc pas de café, pas de coca, pas de thé. Éviter de faire du sport trop tard parce que ça excite. Éviter les écrans bleus et puis, voilà, essayer de lire par exemple, 1/2 heure, avant de s'endormir. Et puis après, eh ben, si on n'y arrive pas avec tout ça, il y a en effet des traitements, qu'on peut donner, pour le sommeil, en disant, aux patientes que, c'est, dans un moment transitoire et que en fait, c'est simplement, de remettre en place ce cycle, le cycle nictéméral, et que c'est pas un traitement qu'on prendra à vie. 2 conseils, hein, ce qui est très important, c'est l'heure de lever, plus que l'heure de coucher. C'est-à-dire, il faut se lever tous les jours à heure fixe. Ça, le cerveau aime bien. On a une fluctuation plus importante pour le coucher. Il peut être un peu plus souple sur ce niveau-là. Et plus vous vous levez tôt, plus vous allez décaler aussi votre cycle du soir, naturellement. Alors, ça marche pas aussi bien pour tout le monde, on a tous des cycles différents. Mais normalement, plus vous vous levez tôt, plus vous allez avoir tendance à avoir des signaux de sommeil qui vont apparaître le soir, avec la sécrétion de mélatonine, hein, qui est l'hormone du sommeil, l'hormone de plein d'autres choses, mais principalement du sommeil, qui va apparaître le soir. On peut amener aussi cette mélatonine de façon exogène en prenant de la mélatonine synthétique qu'on peut acheter en pharmacie, qu'on peut se faire prescrire. Et ça, c'est des médicaments qui sont plutôt naturels quand même si c'est synthétique. Il y a pas d'effet de dépendance, il n'y a pas d'effet délétère sur le corps. Il faut se méfier un peu plus donc, de tout ce qu'on appelle les somnifères, parce que eux, pour le coup, ils peuvent créer de la dépendance. Et donc, la prescription par tout médecin d'un somnifère, c'est 1 mois, normalement, et pas plus. Et ceux qui sont en vente libre sans ordonnance, qu'on trouve, en pharmacie, je peux pas donner de noms commerciaux, mais ça, c'est pareil, ça peut aussi avoir des effets de dépendance, même s'ils sont en vente libre? Ça dépend ce qu'il y a dedans, mais en général, si c'est en vente libre, non. C'est qu'il n'y aura pas d'effet de dépendance. Mais tout dépend vraiment de la molécule. D'accord. Il faut regarder donc plutôt, il faut aller vers des Mais molécules on qui peut, contiennent de la disons, mélatonine. on s'en méfie moins, quoi. Enfin, il y a moins de raisons de s'en méfier. Les molécules dont il faut se méfier, c'est vraiment celles qui sont prescrites sous ordonnance et qui sont de la grande classe qu'on appelle des benzodiazépines, qui vont avoir des effets de dépendance quand on a une prise prolongée. C'est-à-dire, si on en prend pendant 1 mois, il n'y aura pas de dépendance et la décroissance, il faut la faire progressivement. On commence par baisser, couper le comprimé en 2, puis on arrête progressivement. Et là, depuis tout à l'heure, on s'est surtout intéressé donc à la préménopause, donc la période avant les fameux 1 an sans règles qui, on va dire, ont fait, l'arrivée de la ménopause. Mais justement, est-ce que à la ménopause, donc après l'arrêt des règles, on observe des troubles psychiques chez les femmes? On observe, une augmentation de la dépression ou d'autres, choses chez les femmes? Alors il peut y avoir, en effet, des symptômes de dépression, mais qui sont moins fréquents que la période de la préménopause. Ça, c'est ce qui a été, montré dans les études. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, donc, on a parlé, hein, on en parle souvent que la dépression est beaucoup plus importante chez les femmes, 2 fois plus fréquente chez les femmes. Mais en fait, ce chiffre-là, il apparaît à l'adolescence. C'est-à-dire que les enfants, le sexe ratio, c'est-à-dire c'est équivalent d'hommes et femmes, équivalent de garçons et de filles. Et puis après la ménopause, eh ben, on a une tendance à finalement à avoir les courbes qui se rejoignent et un taux de dépression chez les hommes et chez les femmes qui redevient à peu près équivalent. Il est toujours en défaveur des femmes, il y a toujours plus de dépression féminine. Donc c'est vraiment au cœur de la vie hormonale des femmes, hein, entre 13 et 50 ans, qu'on va avoir cette prévalence beaucoup plus importante. Ça, à notre sens, c'est crucial pour la façon de comprendre cette dépression au féminin. Votre livre, il se base sur énormément d'études scientifiques.
Est-ce qu'on observe la même chose en France et ailleurs? Évidemment, en ajustant, aux conditions de vie générales de la société. On sait que, par exemple, la pauvreté, ça amène plus de complications, on va dire, de manière générale. Mais est-ce que dans les pays qui ressemblent à la France, avec un développement similaire, c'est la même chose? C'est-à-dire, c'est toujours cette chose où les femmes vont être plus susceptibles de faire des dépressions? Il y a des disparités régionales, il y a des disparités nationales. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment, au Japon. En fait, on se rend compte que les études, épidémiologiques, il y a environ 25 des femmes japonaises qui présentent des bouffées de chaleur, pendant la période préménopausique. En Occident, c'est 80 des femmes, occidentales. Et en fait, cette inégalité, c'est très intéressant. Il y a probablement plein de causes, hein, des facteurs culturels, mais ça pourrait être lié à une consommation alimentaire de soja, hein, sous forme, brute ou transformée, qui en fait est un aliment qui est pourvoyeur, d'œstrogènes, sous une forme d'œstrogène et qu'on peut retrouver dans d'autres aliments, hein. Typiquement, on peut retrouver ça dans les, isoflavones, le trèfle rouge et donc en fait, il y a des disparités qui sont dues aussi, à des facteurs, biologiques liés à l'alimentation, liés à ce qu'il peut avoir comme hormones dans l'eau aussi, hein, et donc oui, il y a des disparités régionales et nationales. Mais globalement, à Globalement, c'est la même chose. l'international, les femmes souffrent Oui, plus de dépression que les hommes de man oui, si sur on le taux de prend dépression, ouais. sur la vie entière, c'est un chiffre qui se retrouve à travers tous les pays du monde. Tous les pays du monde. C'est vraiment quelque chose de très enfin, qui est vraiment marqué et c'est pour ça que l'argument culturel y joue, bien sûr, parce que la place de la femme, elle est enfin, on sait qu'il y a des sociétés patriarcales, c'est quand même la majorité des pays dans le monde, mais il y a probablement aussi des éléments biologiques qui jouent, qui sont dus à la construction du cerveau, au fonctionnement du corps féminin. Dans votre livre, on apprend qu'aux États-Unis, le National Institute of Mental Health recommande officiellement un dépistage systématique de la dépression chez toutes les femmes pendant la période de transition ménopausique, avant de limiter les conséquences de ce trouble. Et en France? Bah, merci de rappeler cet élément, parce que je crois que c'est vraiment le message principal, à transmettre. Il faut vraiment qu'il y ait une prévention qui soit améliorée, en France. On prend pas assez en compte, les symptômes dépressifs, chez les femmes, voilà, qui sont en préménopause et donc ce dépistage, doit être fait absolument. On le rappelle, hein, 3 grands moments de vulnérabilité: l'adolescence chez la femme, les périodes génitales et notamment, la grossesse, on l'oublie trop souvent et le postpartum et la préménopause. En fait, ces 3 grands moments, il faut qu'on ait des mesures de dépistage, de prévention, de prise en charge spécialisée. Ça n'existe pas vraiment encore en France. Pour la période préménopausique, n'en parlons pas. La grossesse, Anna a fait un travail de fond sur ça. C'est des choses qui commencent à être mis en place, mais qui sont largement insuffisantes. Et donc, il y a tout un intérêt, notamment pour les secteurs médicaux, pour la psychiatrie, à avoir une psychiatrie au féminin et avoir des unités spécialisées. Lucie avait ce projet-là qu'elle essaie de défendre depuis plusieurs années, notamment à l'hôpital Saint-Antoine. Voilà, pour essayer de coordonner, les spécialités, ce qui est pas encore fait, et donc ce qui m'apparaît essentiel. Toi, Anna, en général, on fait un petit rappel, on dit aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir des sages-femmes, surtout aux auditrices du coup, d'aller voir leur médecin. Aujourd'hui, on leur recommande aussi d'aller voir un psychiatre. Oui, il faut pas hésiter, pas avoir peur d'eux et d'elles. Ils sont absolument charmants, souvent très drôles et pas du tout, ils ont pas l'image qu'on s'imagine. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller les voir et surtout pas hésiter à parler de vos troubles psychiques aux sages-femmes et aux médecins de manière générale. N'ayez jamais honte parce que si pour eux, ça peut être une honte, ah bon, il faut pas que ça le soit bien entendu, mais pour nous, c'est toute la journée. Donc, on va pas être là: «Ah bon, vous êtes dépressif? Ah la honte, vous avez des symptômes dépressifs?» Pas du tout. Donc, surtout n'ayez pas honte de nous en parler, ça renforce la dépression de ne pas oser en parler et de rester seul avec ça. Et oui, clairement, on n'est pas assez bon, les sages-femmes, les gynécos, on n'est pas assez bon sur le dépistage de ces troubles, psychiques au moment de la préménopause. Enfin, moi je le suis, j'espère, pas trop mal. Mais il faut diffuser ce message partout, partout, partout. Juste pour rebondir sur ce que disait Anna, il faut rappeler que la dépression, en fait, c'est une expérience qui est mondiale. C'est-à-dire que tout le monde a pu avoir des moments, des symptômes dépressifs, pas forcément un diagnostic. Et donc, ça rajoute aussi, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça. C'est un vécu, en fait, qui fait partie de l'humain. Et donc, le plus important, c'est de pouvoir en parler, que ça soit pris en charge précocement, rapidement. Il y a beaucoup de médecins qui sont pas au courant des symptômes dépressifs, enfin qui savent pas et qui, par exemple, il y a une agitation ou quelqu'un qui mange moins. Enfin, je veux dire, ils savent pas dépister les dépressions, hein. Enfin, je suis désolée, hein, mais Et j'enfonce globalement, la un la 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 formation en termes de santé mentale, des professionnels est insuffisante et
Par exemple, la dépression, du postpartum, la dépression anténatale, elle est très peu, repérée. Donc c'est vrai que nous, avec Hugo, on milite pour, majorer les cours, aux sages-femmes, aux infirmiers, Aux internes. voilà, aux internes pour, justement sensibiliser à cette question. La dépression, elle souffre aussi de son visage trop banal, hein, même pour les médecins eux-mêmes. Ils disent: «Bon, ça, c'est une petite dépression, c'est un peu chiant», voilà, on va dire un peu des choses comme ça pour le dire crûment. Alors qu'en fait, c'est un trouble fascinant aussi d'un point de vue scientifique parce qu'elle a des multiples visages, de multiples expressions et donc bien sûr, il faut s'y intéresser, il faut savoir la dépister, même lorsqu'elle est cachée. Puis moi, j'ai un peu l'impression, là, vu qu'on s'intéresse particulièrement à la ménopause, que dans l'idée, ce que tu rappelais au début, Lucie, comme la société nous fait comprendre qu'on est un peu fini à la fin des règles et que globalement, une femme au-dessus de 50 ans, elle va plus intéresser personne. Je fais une généralité, mais c'est ce que la société nous renvoie des fois, que la femme souffre de ce moment d'arrivée de la ménopause. Entre guillemets, ça paraît normal à tout le monde parce que tout le monde sait qu'on lui renvoie que c'est pas terrible ce qu'il lui reste à vivre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un double truc, c'est qu'elle, elle va se dire qu'elle souffre parce que c'est un passage horrible et en plus, tout le monde va se dire: «C'est normal qu'elle souffre, c'est un passage horrible en effet» et donc, faut pas hésiter pour autant. C'est pas parce que la société est pas toujours bien faite ou un peu trop dure à consulter, malgré tout. Même si cette souffrance est légitime et prend racine à plein d'endroits. C'est aussi ce que vous nous avez expliqué, il y a pas que la biologie, il y a aussi tout un tas d'aspects, sociétaux. Changeons notre vision des choses et ces femmes, elles ont la moitié de leur vie à vivre après la ménopause donc voilà, il y a beaucoup de beaux projets, à venir. Il ne faut pas qu'elles hésitent à venir, nous voir. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous 2 d'être venus nous voir et nous avoir raconté tout ça. On rappelle que La dépression au féminin, c'est un excellent ouvrage, très accessible par ailleurs, pour vous tous. Enfin, vraiment, il y a énormément d'études scientifiques qui sont convoquées et pour autant, on comprend absolument tout ce que vous racontez, ce qui est passionnant. Ça sort aux éditions du Rocher, La dépression au féminin. On vous dit à la semaine prochaine pour un tout autre épisode. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.